Bonjour à tous. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment pour parler de transformation numérique grâce à la data et à l'intelligence artificielle et partager avec vous donc l'expérience que nous avons depuis plusieurs années aux côtés des PME et des ETI pour mener à bien des projets de data et d'intelligence artificielle grâce au dispositif de BPI France. Ma présentation va se dérouler en plusieurs temps. Je voudrais d'abord revenir sur ce qu'est la transformation numérique, quel est le rôle de la data et de l'intelligence artificielle dans cette transformation, et parler en particulier de la rupture qu'elle cause dans les modèles et les produits, les services. Je voudrais ensuite évoquer donc quelques cas concrets pour ensuite parler des sujets qui vous concernent, vous, dirigeants de PME ou de TI, et enfin parler des modes d'action pour monter et développer des projets de data. En premier lieu, transformation numérique. Transformation numérique, c'est un terme qui est aujourd'hui présent partout, et même dans les médias grand public. On peut difficilement éviter aujourd'hui les termes de révolution numérique qui suit la révolution industrielle, économie numérique, etc. La raison, et on y reviendra tout à l'heure, étant évidemment que en quelques années, on a connu un bouleversement total de la technologie, conduisant à une baisse des coûts phénoménale et une mondialisation des technologies, et donc entraînant des changements majeurs dans toute l'économie. Aujourd'hui, je vais donc déjà, aujourd'hui, dans une économie dans laquelle nous sommes, l'économie libérale, la concurrence est évidemment un majeur pour pouvoir survivre et se développer. Et donc, la révolution numérique, la transformation numérique est un élément clé dans tous les développements des entreprises. Donc, ça nous concerne tous patrons de PME. Et donc, je vais poser ma première question. Je voudrais savoir si, parmi vous, quelles sont les entreprises qui ont déjà amorcé leur transformation numérique? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réalisé depuis quelques années déjà? Vous êtes en train de le faire? Ou vous y réfléchissez simplement? Voilà le questionnaire qui apparaît à l'écran et auquel on vous demande de répondre. L'élément intéressant pour nous, c'est que la transformation numérique ne concerne pas, comme on le voit dans les médias, simplement les startups ou les grands groupes, mais elle concerne les PME et les ETI. On va y revenir, mais je dirais tout de suite qu'il y a trois caractéristiques majeures quand on parle des PME et des ETI dans la transformation numérique. C'est d'une part qu'on a affaire à des entreprises qui ont déjà des actifs, ce n'est pas des startups qui partent de rien. Ces actifs, c'est leur base de clients, c'est leur savoir-faire, leur expérience, acquise dans le monde traditionnel souvent, et qui va changer avec la transformation numérique. Le deuxième élément, ce sont justement les opportunités de croissance. Alors on peut le voir en positif, parce que la transformation numérique peut aider à développer, à transformer l'entreprise, mais on peut le voir aussi en négatif en disant que si on ne bouge pas, on est menacé par la concurrence d'autres. Et le troisième élément, la troisième caractéristique, c'est le besoin d'accompagnement, parce que souvent tous ces projets-là sont des projets complexes d'un point de vue technique, pour lesquels les PME ne sont pas souvent à même de les réaliser. Je reviens sur les caractéristiques de la transformation numérique pour réexpliquer qu'il y a en fait deux types de transformation. Je viens de voir donc les résultats du questionnaire. On s'aperçoit que aujourd'hui vous êtes 42% à avoir déjà amorcé votre transformation numérique, mais ceux qui n'ont pas encore fait ou qui réfléchissent ou qui n'ont rien fait du tout sont encore 30%. Ça veut dire qu'on est encore dans une forte proportion des entreprises qui sont encore dans une phase de réflexion
dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce que la transformation numérique, en réalité, se distingue en deux types. Le premier type, c'est celle qu'on connaît tous. C'est ce que j'appellerais la transformation pour vendre mieux et produire moins cher. C'est une transformation qui s'inscrit dans, finalement, un long cheminement. Il y a au XXe siècle, au siècle dernier, elle a déjà été réalisée par les systèmes d'information, les grands systèmes qu'on a tous connus, et qui a conduit à améliorer la productivité dans les entreprises. Productivité du point de vue du marketing ou des ventes, parce qu'on va améliorer les canaux de vente, on va développer l'expérience client, ou en production, parce qu'on va réduire les coûts. De ce côté-là, la transformation numérique actuelle, Internet, ne fait qu'accélérer des choses qui se sont déjà produites au cours des révolutions précédentes. Les exemples, on les connaît tous. Dans le marketing, c'est l'introduction du marketing digital, donc les méthodes de commercialisation par Internet, le développement des réseaux sociaux qui permet d'atteindre de nouvelles cibles de clients, la digitalisation des points de vente quand on est dans la distribution, le CRM pour mieux parler avec ses clients, l'outil de pilotage des forces de vente. Et dans la production, c'est l'automatisation des chaînes de production, les robots, la supply chain, les outils numériques comme le RP, le PLM, la CAO, etc. Tous ces acronymes qui veulent simplement dire qu'on va produire moins cher, de façon plus efficace et surtout avec un pilotage en temps réel. Donc transformation qui est évidemment majeure, mais qui est une transformation sans changement fondamental du modèle économique. Le deuxième type de transformation, c'est une transformation de rupture. Transformation de rupture, c'est là où on va faire intervenir des changements dans les produits et les services. On va lancer de nouveaux produits et de nouveaux services. On va changer les modèles économiques. Et les mots derrière, c'est la personnalisation massive des produits, la servicification, le temps réel, etc. Évidemment, tout ceci est sous-tendu par un processus d'innovation qui est majeur. Les entreprises qui sont les symboles de cette transformation de rupture, vous les connaissez tous. Il s'agit de Google, d'Amazon, d'Uber, Netflix, Spotify, Airbnb, évidemment, j'en passe. Ce sont des entreprises qui ont émergé de rien en 10 ans, moins de 10 ans, certaines d'entre elles, et qui sont devenues aujourd'hui des acteurs dominants. Alors pourquoi cela? Comment ce phénomène s'est-il produit? Et quelles sont les raisons derrière? Eh bien, quand on regarde un peu, la raison majeure de ces transformations de rupture, c'est l'irruption de ces nouveaux géants, c'est la data et l'intelligence artificielle qui en est la cause. La data d'abord. La data, c'est quoi? La data, c'est un ensemble qui comprend à la fois des données venant des clients, des données internes. Donc ce sont évidemment d'abord les données des clients, le produit de vos ventes, la connaissance du profil des clients, etc. C'est aussi bien sûr les données de production ou les données financières, donc toutes les données qui circulent dans une entreprise. Le deuxième type de données, ce sont les données externes qui proviennent de votre marché, ou tout simplement, donc le marché, c'est les concurrents par exemple, mais aussi la connaissance des besoins de vos clients, mais aussi des données qui peuvent être tout à fait éloignées, mais qui ont une importance pour votre activité, comme par exemple la météo. Quand il s'agit d'agriculture ou de commerce, c'est évidemment des données importantes. Ces données sont en train d'évoluer fondamentalement sous deux phénomènes. Premièrement, parce que le coût de production de ces données, le coût de stockage de ces données s'est effondré en quelques années. Ce qui coûtait 100 hier, aujourd'hui, coûte plus que 1. Deuxièmement, la technologie permet aujourd'hui d'en créer de façon massive. Ce sont notamment les objets connectés qui, évidemment, aujourd'hui ne font que se développer. Donc on assiste à un phénomène d'avalanche de données, c'est pour ça qu'on parle de big data, avec un coût qui est devenu très faible. Donc premier phénomène, la data qui est apparue. Deuxième
phénomène, l'intelligence artificielle et les algorithmes. Alors derrière ces mots-là, on a l'impression, c'est souvent un peu mystérieux, on a l'impression que tout ça est un peu magique. En réalité, les algorithmes, ils existent depuis que l'humanité existe. Le premier algorithme, je crois, qu'on a découvert, c'est celui dans la civilisation de Sumer, où on trouvait sur les tablettes la façon de calculer, d'extraire la racine de 2 pour pouvoir calculer des surfaces ou des diagonales de carrés. Donc l'algorithme, ça existe depuis toujours. L'élément nouveau qui est apparu récemment, c'est que ces algorithmes fonctionnent de mieux en mieux grâce justement à la présence de données massives, d'une part, et d'autre part parce que l'évolution technique a permis de rendre ces algorithmes de plus en plus intelligents. Intelligents comment ? Tout simplement en introduisant un mode de fonctionnement de l'algorithme qui repose plus seulement sur un algorithme passif, mais un algorithme actif, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'en fait, qui devient apprenant. L'algorithme apprenant, c'est un algorithme qui permet, grâce à la mesure grâce à l'observation des résultats de l'algorithme, de s'améliorer au fil du temps. Vous avez dans la slide suivante un exemple d'un algorithme apprenant. En l'occurrence, il s'agit d'une application de coaching sportif. Donc on est loin de la PME traditionnelle, mais évidemment l'exemple peut se reproduire dans plein de cas dans les PME. Le client qui veut donc s'entraîner tout simplement grâce à cette application va fournir des données initiales, donc son sexe, son âge, là où il est, le niveau sportif auquel il est, et l'objectif qu'il poursuit. On va définir un premier programme d'exercice qui va lui permettre de s'entraîner. Le résultat de cet exercice va être collecté dans l'application et il va servir à l'algorithme pour déterminer quel est le prochain programme qui correspond à ce qu'on a observé dans l'étape précédente. Ainsi de suite, et au fil du temps, l'algorithme est de plus en plus performant, le but étant évidemment de limiter la durée d'entraînement pour atteindre le plus rapidement possible le résultat attendu pour le client. Encore une fois, il s'agit d'un exemple pour du coaching sportif. On verra par la suite des cas d'application en matière, par exemple, d'expertise comptable, mais aussi pour une agence d'intérim, etc., où on peut mettre en place ces algorithmes pour permettre d'aller être plus efficace, mais aussi de créer de nouveaux produits ou même de changer les modèles économiques. Je reviens sur le cas ces géants de l'Internet que nous connaissons tous. En quoi appartiennent-ils à ces catégories ? Tout simplement parce que quand vous prenez Google, Amazon, Netflix ou Uber, toutes ces entreprises, en fait, sont des entreprises d'algorithmes. Amazon, c'est un cas évident. Si vous êtes client d'Amazon, vous savez que grâce à Amazon, vous pouvez déterminer, et on va vous faire de la recommandation produit. Uber, évidemment, quand il s'agit de calculer les trajets. Et Google, le moteur de recherche, fonctionne avant tout avec un algorithme qui permet notamment à Google d'assurer des revenus confortables puisqu'il va pousser les annonceurs en fonction de ce qu'ils connaissent sur vous. Alors, pourquoi ces entreprises sont devenues des géants ? Il y a un phénomène qui est derrière la data et l'intelligence artificielle, c'est le phénomène de la scalabilité. La scalabilité, c'est simplement que vous pouvez grandir vite sans avoir à dépenser des fortunes pour y arriver. Cette scalabilité, elle repose sur deux caractéristiques de la data et de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'en économie, on appelle les rendements croissants. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de dépenser, de doubler le coût d'installation d'une plateforme pour servir 2 fois plus de clients. En fait, vous dépensez juste un petit peu plus, pour faire 2 fois plus. Donc, c'est encore une fois les rendements croissants. Alors que dans l'économie traditionnelle, en général, c'est l'inverse. On dépense soit de façon équivalente, soit on dépense même plus quand il s'agit, par exemple,
de recherche d'énergie, l'exploitation d'un puits de pétrole, ce sont des rendements décroissants. Dans le cas de la data ou de l'intelligence artificielle, c'est l'inverse. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle un effet de réseau, c'est-à-dire que plus vous agrégez de clients sur de la data, meilleur vous êtes et plus votre service a de l'intérêt. C'est évidemment le cas de Facebook. Quand on est avec 2 milliards d'abonnés Facebook, ben, c'est un réseau qui a plus de poids et plus d'intérêt que si il y en a quelques centaines. Alors, tout ceci conduit à une économie qui est une économie en fait, de la puissance. C'est-à-dire que, et c'est le phénomène que nous observons, c'est-à-dire que les entreprises qui acquièrent la data et l'intelligence artificielle, qui la maîtrisent, deviennent au fil du temps de plus en plus puissantes. Encore une fois, c'est ce que nous observons avec tous ces géants, les fameuses GAFA, qui en fait finissent par s'imposer sur le marché au détriment des concurrents qui ne peuvent pas suivre. Je dis tout ça parce que, évidemment, tout ceci, encore une fois, donne l'impression de ne concerner que des entreprises dans le monde digital, mais en réalité, toutes les entreprises sont concernées par la transformation numérique et en particulier les PME traditionnelles. Donc je vais vous poser un petit sondage pour vous demander dans quel secteur d'activité vous vous trouvez. Est-ce qu'il s'agit de l'industrie, de l'agroalimentaire, du BTP, du commerce, de la distribution ou des services? Je suppose que vous ne faites pas partie des startups ou des pure players dans le monde du digital. Et ensuite, la deuxième question, c'est la taille de votre entreprise. Est-ce que vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés, 50, 250 ou plus de 250 salariés? Donc tous les secteurs sont concernés et je vais défiler donc quelques exemples, encore une fois acquis au fil de notre expérience de la transformation de rupture dans les PME. Le premier exemple, ce sont les équipementiers qui aujourd'hui, grâce à la data et à l'intelligence artificielle, peuvent devenir des opérateurs de services. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que votre modèle économique, au lieu d'être simplement de vendre un équipement, vous allez devenir un opérateur avec des clients que vous allez facturer de façon récurrente. Cela change fondamentalement l'économie de l'entreprise, sa pérennité, ses flux financiers, évidemment sous son positionnement sur le marché. Ceci est possible grâce à la data. Un peu plus tard, je vais évoquer le cas d'un équipementier de pompe hydraulique qui est en train de se transformer en opérateur. Mais c'est aussi le cas, par exemple, d'une entreprise que nous avons rencontrée de froid industriel, donc qui propose des équipements de climatisation, par exemple pour la distribution, pour garantir le froid pour les aliments. La data, parce qu'elle permet de mesurer de façon en temps réel, par exemple la température dans un équipement, vous permet de garantir vis-à-vis de vos clients acheteurs du produit un résultat et donc en fait transformer votre modèle encore une fois de vente de produits en une vente de services qui est en fait de garantir un froid, garantir une température quelles que soient les circonstances. C'est évidemment, on peut extendre le cas à d'autres cas industriels comme par exemple un fournisseur de boîtes aux lettres qui peut demain se transformer en opérateur qui garantit la livraison d'un produit, d'un colis, donc de fournir, de passer d'un modèle de boîte aux lettres à un boîte à colis avec une garantie de service et un service fourni à ses clients. Deuxième exemple, vous êtes une PME qui vend des produits. La data vous permet de garantir un résultat, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi bien évidemment de personnaliser les produits en fonction du client. L'exemple typique, c'est la faïencerie de Gien. La faïencerie de Gien, c'est une entreprise de 200 ans d'âge, donc une des plus vieilles entreprises de France, qui, comme son nom l'indique, produit de la faïence et qui, demain, va pouvoir fournir des
des produits, donc de la faïence, qui est adaptée au goût des clients grâce à l'utilisation de tous ces archives qui sont très anciennes, puisque datant du 19e siècle, qui pourront être réutilisées par les clients sous une interface Internet très simple pour définir soi-même le produit qu'on souhaite en fonction de sa décoration. Donc ça vise pas forcément le grand public, mais des architectes d'intérieur ou des décorateurs. On peut transposer cet exemple dans plein d'autres cas de vente de produits, par exemple dans l'alimentation animale, où vous allez pouvoir garantir un résultat en fonction de l'observation des données, par exemple d'un élevage, pour adapter en permanence l'alimentation en fonction des circonstances et du contexte dans lequel se trouve l'éleveur. Troisième exemple, vente de services cette fois-ci. La vente de services, tout simplement, la data et l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation. Donc toujours, si on y pense en termes de rupture, c'est qu'on va transformer un métier traditionnel, comme par exemple l'expertise comptable, j'y reviendrai tout à l'heure, qui fournit un service bien connu, avec une interaction avec des humains, des experts comptables, en un outil automatique qui va produire une liasse fiscale ou une déclaration de TVA sans que vous ayez besoin d'interférer avec l'expert comptable en direct. Mais ce modèle-là se reproduit dans les agences de communication qui peuvent automatiser, par exemple, et on le connaît aujourd'hui avec la publicité digitale, la fourniture d'un service de publicité, mais aussi les agences de voyage, les assurances, etc. L'algorithme permet de transformer radicalement ces métiers-là. Et enfin, pour toutes les activités, vous avez toujours le même besoin ou la même possibilité pour développer votre activité. C'est ce qu'on appelle la monétisation des données. Parce que vous possédez des données intéressantes concernant vos clients, vous pouvez les utiliser pour les proposer à d'autres. Alors c'est évidemment dans le contexte actuel avec ce qui se passe sur Facebook, personne ne peut ignorer que Facebook est en plein dans ce modèle-là, mais sans tomber dans les excès qu'on a vus, il est possible de créer, de développer une activité, disons, honnête, dans la mesure où vous pouvez garantir aux clients qui vous confient leurs données que vous allez leur fournir un service qu'ils ont demandé et qu'ils souhaitent. Je prends l'exemple d'une entreprise de prêt aux particuliers qui s'est développée là-dedans et qui peut, évidemment, parce qu'elle connaît les besoins des clients, par exemple en matière immobilière, proposer de nouveaux services ciblés grâce à la connaissance des besoins du client. Mais c'est aussi le cas dans les transports et les déménagements. Il y avait un cas d'une PME qui avait développé du Wi-Fi dans les lieux de vacances et qui peut proposer les données collectées auprès des clients pour évidemment faire des offres adaptées aux besoins des clients ou plus généralement la digitalisation des points de vente. Donc tous ces cas sont extrêmement divers, foisonnants, et donc montrent que, quelle que soit l'activité dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez être concerné par la problématique de data et d'intelligence artificielle. J'ai la réponse au sondage que nous avons fait auprès de vous, et donc vous êtes plus de 70% dans le secteur des services, 13% dans l'industrie, 9% dans l'agroalimentaire et enfin le reste dans le commerce et la distribution. La moitié d'entre vous a moins de 10 salariés dans son entreprise. Entre 10 et 50, vous êtes 20%. Moins de 250, entre 50 et 250, 16%. Et plus de 250, vous êtes 10%. Donc cela illustre quand même la diversité de votre activité. Je note quand même un fort intérêt de la part des entreprises de services pour la data et l'intelligence artificielle, ce qui ne me surprend pas. Pour illustrer ce que je viens de décrire de façon générale sur l'application de la data et l'intelligence artificielle au contexte des PME, je vais prendre deux exemples.
Le premier exemple, c'est un groupe d'expertise comptable de 20 millions d'euros, régional, donc il est basé dans les Vosges, et qui a plusieurs milliers de clients qui sont des petits clients, donc plutôt des TPE que des PME, donc TPE avec des sociétés avec une personne, qui jusqu'à présent, jusqu'à récemment, fonctionnaient de façon traditionnelle avec donc des experts comptables intervenant pour chacun des clients. Ce groupe a une croissance régulière, mais avec une productivité qui est évidemment contrainte par le fait que pour chaque client, il faut mettre des hommes. Et en plus, ce groupe est menacé tout simplement par l'irruption de nouveaux acteurs qui ont, eux, profondément automatisé le traitement des données comptables. Donc, groupe PME qui a besoin d'évoluer et d'autant plus besoin que si elle ne bouge pas, elle risque de se faire, comme on dit, ubériser, c'est-à-dire en fait marginaliser dans le métier de l'expertise comptable de demain. Donc cette entreprise est venue nous trouver, nous a demandé ce qu'on pouvait faire et nous avons réalisé un audit de ce qui était possible de faire grâce à la data et l'intelligence artificielle. Cet audit a conclu de façon positive à la création d'un projet à l'intérieur de cette entreprise qui, en fait, repose sur une plateforme de data et d'intelligence artificielle qui automatise le traitement des données bancaires des clients de ce groupe d'expertise comptable. Le principe est simple, les clients confient leurs données bancaires, l'algorithme va interpréter les données venant des banques et va de façon automatique les placer dans les bons postes comptables, évidemment avec des risques d'erreur, et c'est toute la difficulté de l'algorithme, mais là aussi une certaine forme de magie, dont j'ai parlé tout à l'heure, de ces fameux algorithmes apprenants, machine learning en anglais, qui permettent d'être de plus en plus performants du fait qu'on gère énormément de données, puisqu'il y a, comme je l'ai dit, 10 000 clients, donc beaucoup de données financières, beaucoup de données comptables. Et donc cet algorithme devient au fil du temps de plus en plus performant. Et donc le produit, on passe d'un service humain traditionnel à un service automatique où le client de l'expert comptable n'a plus besoin, peut simplement commander sa liasse fiscale ou sa déclaration de TVA comme un abonnement auprès de l'entreprise. Donc vous voyez à la fois changement de modèle économique, efficacité, possibilité d'aller cibler de nouveaux clients, etc. Deuxième exemple, très intéressant parce qu'on est dans un secteur assez, vous allez voir, assez loin de toute la technologie, disons, numérique, mais aussi parce que dans ce cas, on est parti de rien, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a zéro data. Il s'agit d'un groupe qui, depuis 40 ans, fournit des pompes hydrauliques pour fournir de l'eau potable dans des villages africains, dans des villages isolés, évidemment, c'est-à-dire où il n'y a pas d'électricité et évidemment pas de couverture téléphone. Ce groupe était soumis à une contrainte simple, c'est que depuis 40 ans, il vit avec de l'aide au développement, donc des subventions fournies par des institutions, donc évidemment dépendant de la bonne volonté de ces institutions pour se développer. Pour changer les choses, il a souhaité devenir un opérateur, comme peut l'être un distributeur d'eau comme Veolia ou Suez, en ce sens que là où l'habitant aujourd'hui dispose de l'eau parce qu'une institution a bien voulu fournir la pompe, on va introduire un système de paiement, alors évidemment des sommes extrêmement modiques, hein, on ne parle pas de beaucoup d'argent, mais on va introduire du paiement, et surtout on va collecter de la donnée d'usage, ce qui n'était pas fait avant, permettant aussi, par le même bien, de pouvoir maintenir les pompes en état, et donc garantir un service dans la durée, qui est un vrai service, alors que dans le cas précédent, bien évidemment, quand la tombe en panne, il n'y a plus de service. Comment faire je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, mais c'est quelque chose que nous avons
réalisé avec, dans le cadre du programme de BPI France. Nous avons retenu une solution à base de cartes prépayées, de paiement mobile, etc., qui permet à cet équipementier traditionnel de devenir demain, dès maintenant, puisque c'est déjà en train de se développer, un opérateur de distributeur d'eau pour les villages isolés et d'introduire un nouveau modèle économique d'opérateur avec un abonnement à un service d'eau, là où hier, il n'était qu'un simple équipementier. Je reviens, maintenant que nous avons vu ces deux exemples, sur cette distinction très importante pour comprendre comment on mène ces projets-là. Encore une fois, transformation de rupture par la data et les algorithmes par rapport à des modèles traditionnels de transformation numérique. Vous avez sur cette slide la typologie de ces projets. Dans le cas traditionnel d'une transformation numérique classique, les gains de productivité que vous attendez sont en général incrémentaux, alors que dans l'autre cas, ce sont des marges exponentielles. On parle de rupture et aussi d'un point de vue financier. Les projets que j'ai évoqués sont des projets qui permettent à l'entreprise de doubler son chiffre d'affaires en quelques années. Deuxième élément, les investissements dans le cas des transformations de rupture sont des projets plus lourds et des projets plus de nature R&D. On parle de data science, on parle d'intelligence artificielle. Souvent, il faut aller chercher des nouvelles compétences pour parler de data et d'algorithmes, alors que dans les cas de transformation numérique, souvent, on s'appuie tout simplement sur des partenaires qui vont réaliser les projets. La data, je l'ai montré dans les exemples, doit être souvent collectée et transformée, utilisée. On doit aller chercher de la data externe qui n'existe pas pour développer ces modèles. Donc tous ces modèles s'appuient sur l'innovation, alors que dans le cas précédent, ce sont les optimisations. Dernier élément fondamental, ce sont des projets, parce qu'ils changent la nature de l'entreprise, qui transforment son activité, ce sont des projets qui se réalisent parce que le dirigeant de l'entreprise veut les mener et les mène lui-même. Ce ne sont pas des projets techniques qui se font dans une direction technique. J'arrive au dernier élément de ma présentation. Comment peut-on réaliser ces projets-là quand on est patron d'une PME ? D'abord, premier élément d'analyse, nous pensons avec BPI France que aujourd'hui en France, il y a plusieurs milliers de PME et d'ETI qui répondent aux critères que j'avais évoqués au début de ma présentation, c'est-à-dire des PME traditionnelles avec des vrais actifs, avec des opportunités de croissance grâce à la transformation par la data, et qui ont besoin d'accompagnement. Donc ça concerne beaucoup de monde. Et nous pensons, en tout cas c'est notre credo, que les meilleures PME et les meilleures ETI, ce sont celles qui vont se réinventer grâce à la data et à l'intelligence artificielle. Le dispositif que nous avons mis en place est un dispositif à plusieurs étages. Le premier étage, c'est le diagnostic, la possibilité en quelques jours d'évaluer le potentiel de création de valeur par la data et l'IA dans l'entreprise. Donc c'est un diagnostic qu'on va réaliser en analysant les enjeux de l'entreprise, son contexte, pour déterminer les pistes d'action et les projets qui peuvent être mis en œuvre, qui ont de la valeur pour l'entreprise. Le deuxième étage, une fois qu'on a réalisé ce diagnostic, on a identifié un projet, un cas intéressant, c'est de réaliser un cadrage stratégique ou encore un avant-projet, si vous voulez, qui est en fait un dossier de décision pour la direction de l'entreprise, pour son dirigeant, pour savoir ce que veut dire s'engager dans ce projet. Donc en général, ça répond à 4 questions. À quoi sert ce projet ? Quelles solutions pour le mettre en œuvre ? Quelles sont les ressources nécessaires, internes, externes, recrutement, etc. Et comment, qu'est-ce que j'y gagne? Quel est mon compte de résultat provisionnel? Et comment je finance ce projet? Donc cette deuxième étape, c'est une étape qui est évidemment plus longue que quelques jours. Elle peut en général s'étendre sur plusieurs mois. Elle est évidemment indispensable avant d'engager un projet qui, lui, peut durer plusieurs années. Évidemment, ça dépend
complètement de la nature de ce projet, où là, l'accompagnement peut être aussi nécessaire dans une forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Dans certains cas, quand il s'agit de projets avec fort contenu d'algorithmes ou de data science, peut même demander un accompagnement sous forme de direction scientifique pour piloter les développements techniques nécessaires. Voilà le déroulement type d'un projet. Alors vous, patron de PME, dirigeant de PME, ce que nous avons observé au cours de ces dernières années, c'est que vous avez trois questionnements. Le premier, c'est qu'en général, vous ne savez pas par où commencer, parce que y a beaucoup de possibilités, et que vous n'avez pas le temps d'aller chercher et d'explorer chacune des possibilités. Et donc, vous avez besoin déjà de savoir par où commencer. Deuxième élément, vous manquez de ressources qui sont des ressources par nature rares, parce que quand on parle de data et d'algorithmes, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc on ne trouve pas énormément d'experts capables de répondre aux questions que vous vous posez. Et le troisième élément qui est évidemment fondamental quand on est patron de PME, c'est la maîtrise des risques d'exécution. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de vous embarquer dans un projet qui ne va pas fonctionner parce que vos moyens ne sont pas illimités. Et donc, les risques d'exécution, ce sont souvent des risques qui peuvent porter atteinte à la survie même de votre entreprise. Donc voilà les trois questions. Et les trois réponses que nous avons, c'est de vous accompagner sur les choix stratégiques de développement de projet, par où commencer précisément. Deuxièmement, les moyens, la définition des moyens dont vous avez besoin. Et troisièmement, le pilotage global pour maîtriser les risques d'exécution. Le premier étage de la fusée dont j'ai parlé, c'est le diagnostic. BPI France a mis en place un dispositif qui est un budget variant entre 3 000 et 10 000 euros, suivant, on va voir un peu plus le détail tout à l'heure, qui est cofinancé à 50% par BPI France et qui permet donc de démarrer l'étude d'un projet. La slide que je vous présente donne le détail suivant les formules. Donc la première formule, c'est un diagnostic qui s'écoule sur 2 semaines. Alors ce ne sont pas 2 semaines de travail tous les jours, c'est plus que il va y avoir un ou plusieurs rendez-vous qui vont être pris avec des ateliers de travail. On va analyser le contexte et les enjeux pour vous, connaître un peu dans quel cadre vous évoluez, de comprendre la dynamique de marché, les risques et les opportunités que vous avez analysées vous-même par rapport à la problématique de la data ou de l'IA. Et on va vous aider à analyser comment vous pouvez, quels sont les projets qui peuvent être vraiment créateurs de valeur pour vous. La clé là-dedans, c'est la création de valeur. C'est-à-dire que la data en soi n'a aucune valeur. La data a de la valeur par rapport à votre problématique, et souvent c'est simplement la problématique du client. C'est-à-dire en quoi la data que vous avez, que vous pouvez aller chercher, peut vous aider à valoriser votre produit ou votre service vis-à-vis de votre client. Donc on va définir les pistes qui sont importantes pour vous. On va examiner un peu les points qui peuvent être bloquants et on va vous faire des recommandations. Et les recommandations, si elles sont positives sur la valeur du projet, elles aboutissent en général à vous proposer d'aller plus loin et de faire le cadrage stratégique dont j'ai parlé tout à l'heure. En résumé de ma présentation, il faut retenir quelques points. Premièrement, la transformation par la data et l'IA est une transformation de rupture. Encore une fois, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est une transformation qui peut engager votre entreprise dans un changement drastique de son modèle économique, de son activité. Et c'est souvent une transformation qui s'avère indispensable, pas toujours, naturellement, mais dans pas mal de cas, c'est une transformation indispensable parce que si vous ne la faites pas, d'autres la feront à votre place et vous allez vous retrouver marginalisé sur votre marché. Le deuxième élément, c'est que vous pouvez vous faire accompagner pour ces projets, que vous n'êtes pas, et que c'est souvent comme ça qu'il faut le faire, parce que ce sont des projets qui peuvent être complexes à réaliser,
ou en tout cas, le droit à l'erreur est souvent très pénalisant pour une entreprise comme une PME. Voilà, j'en ai terminé et donc je vais maintenant répondre à vos questions et je suis à votre disposition pour ça. Alors la première question, c'est est-ce qu'une TPE est concernée par la transformation numérique et quels sont les outils en rapport avec ses moyens? Alors une TPE, donc par définition, est une entreprise avec un ou quelques salariés. Euh, oui, elle peut l'être. Les exemples que j'ai donnés, peut-être vous vous y êtes retrouvés en tant que TPE. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Les projets de transformation numérique de rupture dont j'ai parlé sont des projets qui peuvent être assez lourds à mener. Donc, je ne recommanderais pas de se précipiter sur ces sujets-là quand on est une toute petite entreprise parce qu'il y a sûrement d'autres choses plus importantes à faire, et notamment ces transformations numériques classiques, comme je l'ai appelé, ne mobilisent pas forcément des moyens aussi importants et peuvent être tout à fait utiles déjà pour permettre la croissance grâce à une meilleure productivité commerciale ou à une meilleure euh, une production avec des coûts de production moins élevés. Quelles applications possibles pour les TPE de services en B2B et peu de data clients? Je viens de répondre pour les TPE. Pour la data, je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, un projet de data et d'intelligence artificielle ne nécessite pas que vous ayez forcément beaucoup de data pour vous lancer là-dedans. Donc c'est le terme de big data qu'on a beaucoup utilisé dans le passé est un peu trompeur. J'ai parlé de cet exemple d'équipementier sur les pompes hydrauliques. On a commencé un projet où il y avait zéro data. Donc, il peut très bien que pour votre entreprise, même si vous n'avez pas de données, vous pouvez en constituer et vous pouvez aussi faire une transformation par la data à l'intérieur d'un projet. Ça dépend vraiment des cas. Comment concrètement accéder à de l'IA pour une TPE Je crois que j'en ai parlé. Est-ce que la loi a prévu un encadrement pour la récupération des données et de leurs usages hors déclaration à la CNIL? Alors oui, il y a une loi dont on entend beaucoup parler, qui s'appelle la GDPR. Alors ne me demandez plus, je crois que c'est en anglais GDPR, donc RGPD quand on est en français, Règlement général de la protection de données, qui va rentrer en vigueur en France en mai de cette année, qui est en fait une reprise des lois précédentes. Hein. La France est dotée d'une législation dans la protection des données depuis les années 90. Bon, cette loi ne fait que formaliser un certain nombre de choses. La base de cette loi, c'est que les données dont vous disposez provenant de vos clients doivent être obtenues par un consentement préalable de la part de vos clients. Voilà ce qu'on appelle l'opt-in. Alors la loi définit les détails pour la façon de le faire. Euh, Encore une fois, cette loi n'interdit pas d'exploiter les données, elle demande simplement à ce que vos clients aient consenti à vous les confier. Ça veut dire que pour une entreprise qui veut utiliser ces données clients, elle doit simplement voir la façon dont elle peut les collecter avec la permission de ses clients, ce qui signifie tout simplement qu'en général, il faut qu'elle propose un service à ses clients en échange des données que ses clients consentent à lui donner. C'est tout à fait possible. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça, heureusement d'ailleurs. Encore une fois, le cas de Facebook qu'on connaît dans l'actualité récente est un cas où Facebook, personne n'avait demandé aux gens s'ils étaient d'accord pour qu'on utilise les données à des fins politiques en l'occurrence. Mais dans plein d'autres cas, c'est évidemment possible.
Est-ce que BPI France recrute des consultants en région pour développer ses projets auprès des TPE et de PME? Euh, c'est une question, effectivement, oui, il y a évidemment, c'est tout à fait possible, mais là, je vous renvoie sur BPI France pour avoir ou à vos directions régionales, pour avoir la réponse précise. Pouvez-vous expliquer le développement d'ubérisation? Oui, alors c'est une question très, très générale. J'ai essayé d'expliquer, je crois tout à l'heure, qu'une entreprise qui ne bouge pas, qui ne se recrée pas, qui ne change pas grâce à la data et l'intelligence artificielle peut être marginalisée tout simplement parce que son produit devient obsolète, soit parce que son coût devient prohibitif. L'automatisation de la data et l'IA permet de faire baisser les coûts, évidemment. Donc soit parce que son coût est prohibitif, soit parce que le service rendu n'est plus à la hauteur de ce que souhaitent les clients. Le cas de l'expertise comptable, je reviens dessus pour bien faire comprendre. Hier, vous êtes une TPE, vous avez un service d'expertise comptable qui peut vous coûter plusieurs milliers d'euros, enfin en général 1000, 2000 euros, ça dépend de vos besoins. Demain, le service dont j'ai parlé, automatique, peut permettre de réduire ce coût à quelques centaines d'euros et surtout sans nécessiter que vous ayez besoin de consacrer une journée, 2 journées, 3 journées à votre expert comptable pour faire votre liasse fiscale en fin d'année. Ça change beaucoup, ça peut changer beaucoup la vie des clients d'un expert comptable. Et donc derrière, si vous ne bougez pas et si d'autres fournissent ce produit-là à votre place, ben vous vous trouvez marginalisé de facto. Les systèmes économiques dans lesquels on vit passent son temps à éjecter, si vous pardonnez l'expression, des entreprises du marché parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. Et le cas de la data et de l'intelligence artificielle est particulièrement cruel parce qu'il va vite et comme je l'ai dit, il radicalise les transformations. La transformation numérique et l'utilisation des data nécessitent-ils la création d'un logiciel ou d'un applicatif spécifique ou cela dépend-il des besoins et de l'utilisation prévue? Ça dépend. Les projets dont j'ai parlé, et j'ai expliqué un peu la méthodologie pour les étudier, permettent justement de déterminer comment vous pouvez réaliser votre transformation numérique. Dans certains cas, la transformation numérique peut se réaliser très simplement en achetant des produits tout faits, ce qu'on appelle les progiciels, hein, et qui permettent de réaliser ce que vous voulez faire pour votre entreprise. Dans d'autres cas, il faut faire du sur-mesure. Les 2 cas que j'ai évoqués en exemple sont des cas où il a fallu faire du sur-mesure. Donc le sur-mesure, c'est une équipe que vous constituez en interne, donc on peut recruter du monde, ou bien que vous allez chercher en externe par un contrat de service, tout simplement, pour développer la plateforme dont vous avez besoin. Outre BPI, existe-t-il une liste de sociétés qui accompagnent un projet de transformation data IA? Oui, évidemment. Vous pouvez trouver plein d'exemples, mais alors là, je vous renvoie vous-même à vos propres moyens d'information. Il y a beaucoup d'entreprises de conseil qui se sont constituées récemment sur la data et l'IA et qui pourraient vous accompagner. L'intérêt de BPI France, il est double. D'abord, il y en a partout. Enfin, je veux dire, il y a toutes les directions régionales sont présentes sur tout le territoire. Donc, même si vous êtes très éloigné des centres, des métropoles, vous pouvez trouver une aide de BPI France. BPI France est un service public, donc va pouvoir s'intéresse à tous les sujets. Et troisièmement, il y a un système d'aide qui permet de vous accompagner dans ce domaine-là. Dernière question, avant de conclure. Est-ce que chaque algorithme est... Excusez-moi, non, on ne va pas conclure. Je croyais qu'on avait dépassé le temps, mais on a encore un peu de temps. Est-ce que chaque algorithme est unique ou bien est-il possible d'en utiliser en open source? Alors, c'est une question intéressante. Au fil des dernières années, les algorithmes sont de plus en plus open source. C'est-à-dire qu'en réalité, là où il y a 10 ans ou 15 ans, vous deviez aller chercher des laboratoires de recherche
pour développer un algorithme, aujourd'hui, ils deviennent publics en open source. Donc la question n'est pas tant aujourd'hui de réinventer des algorithmes, ils existent, ils sont accessibles, ils sont gratuits. La question est de les adapter à votre contexte. Et c'est là où vous allez avoir besoin de monter des équipes ou d'aller chercher des prestataires externes pour le faire. C'est qu'un algorithme en soi, il ne sert à rien s'il n'est pas mis dans votre écosystème de données pour être utile. Donc il va falloir le paramétrer, il va falloir lui faire digérer les bonnes données, il va falloir l'optimiser. Donc il y a du travail à faire, mais qui est un travail plus d'intégration souvent que de recherche et développement. Alors ce que je dis là, évidemment, on n'exclut pas que dans certains cas, il va falloir peut-être en faire, si vous êtes dans des cas très très spécifiques. Et on a vu des cas un peu particuliers récemment d'une entreprise spécialiste dans l'étude des sols. Je prends cet exemple-là pour illustrer ce que je vais dire, qui existe depuis des dizaines d'années, qui donc dispose de plein d'études techniques sur la nature des sols en France et qui a besoin d'exploiter ces données pour tout simplement pour optimiser les nouvelles études en prenant en compte l'histoire des études déjà réalisées dans le passé. Ça, ce sont des algorithmes assez techniques, dont une partie existe en open source, d'autres pas, qui permettent de prédire, si vous voulez, la nature des sols en fonction de la connaissance que vous avez du sol à 100 mètres ou 1 km de là où vous vous trouvez. Voilà un exemple un peu typique où vous pouvez faire appel à la recherche et développement. Dans d'autres cas, dans l'agriculture, par exemple, évidemment, on se trouve souvent dans des cas un peu particuliers où vous pouvez faire appel à des techniques un peu spécifiques. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et vous pouvez très bien vous appuyer sur des algorithmes déjà existants pour réaliser votre transformation. La transformation numérique et l'utilisation des data nécessitent-ils la création d'un logiciel? Non, ça, pardon, je l'ai déjà répondu. Est-ce que chaque algorithme est unique? Non, j'ai déjà répondu. Bonjour, j'ai un algorithme, un projet et un prédéveloppement. De quel outil suivi de projet puis-je disposer? Comment puis-je accéder aux développeurs designers? Comment protéger ma propriété intellectuelle? Alors là, vous avez raison, là, mais là, c'est intéressant parce que ce sont des questions. Là, vous avez déjà des solutions possibles, vous savez déjà quel projet vous voulez faire. Et là, vous êtes dans l'accompagnement, en fait, pour aller trouver des ressources pour vous aider à développer le projet. Et même, il y a certains aspects juridiques comme la propriété intellectuelle. J'en ai pas parlé, la propriété intellectuelle est évidemment clé dans tout ce que nous faisons. Quand vous développez un projet, vous devez vous protéger sur ce que vous faites. Par exemple, le cas de la faïencerie de Gien est assez intéressant. Quand on a des archives qu'on utilise pour pouvoir personnaliser ces produits dont j'ai parlé, évidemment, vous devez vous protéger. Sinon, ce que vous allez faire va devenir public. Donc ça fait partie des études que nous réalisons quand on faisons un cadrage stratégique, un avant-projet détaillé, le deuxième étage de la fusée dont j'ai parlé. On va examiner tous ces cas-là. Voilà, on va rechercher avec vous les bonnes solutions. Quelles sont les premières étapes de transformation numérique classique à privilégier pour une TPE? Alors, pour une transformation numérique classique, donc on n'est pas dans la data et l'IA, ça peut être souvent simplement d'aller changer son site internet, peut-être avoir un outil, par exemple, de CRM, c'est-à-dire de base de données de vos clients, et peut-être un peu de marketing digital, c'est-à-dire faire de la promotion de votre service ou de vos produits sur Internet. Là, vous avez beaucoup de fournisseurs de services possibles. BPI France peut vous accompagner dans ce domaine-là. Il y a des outils qui ne sont pas dans la data et l'intelligence artificielle, ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui, mais qui peut répondre qui peut vous aider à réfléchir à choisir les bons produits. Mais sinon, vous avez plein d'entreprises qui aujourd'hui sont en fait des conseils ou des agences de communication, si on parle de marketing digital, qui peuvent tout à fait vous accompagner dans cette phase-là. Quel est le budget global à prévoir pour toutes les étapes d'une transformation de rupture? La réponse, malheureusement, elle est variable. Elle est variable. Les exemples dont j'ai parlé sont des projets, l'expertise comptable, les pompes, etc., qui peuvent aller jusqu'à au
millions d'euros, voire plus. Mais dans d'autres cas, on parle de quelques centaines de milliers d'euros. Il est rare qu'on descende en dessous. C'est pour ça que tout à l'heure je répondais sur les TPE, comme quoi ça n'est pas toujours facile de lancer des projets de transformation par la data et l'IA au sens que j'ai donné à ce mot-là aujourd'hui. Quand on est une toute petite entreprise, donc on n'a pas beaucoup de moyens, il faut quand même être capable de pouvoir engager des ressources qui peuvent être lourdes. Mais ça n'est pas nécessairement des millions d'euros. Ça peut être aussi des quelques 100 000 ou 200 000 euros et qui ne sont pas nécessairement dépensés tout de suite parce que c'est des projets qui peuvent se faire sur plusieurs années. La transformation numérique de rupture induit un changement profond de vision, d'identité, de compétences, d'organisation. Comment s'appuyer sur les équipes en place? Accompagnez-vous les entreprises sur le volet humain de la transformation? C'est une très bonne question et tout à fait pertinente. Il y a un exemple où nous sommes au cœur de ce sujet-là, c'est le cas d'une agence d'intérim, qui est un très, très beau projet. Une agence d'intérim est concernée tout à fait par la data et l'IA, tout simplement parce que quand vous êtes, votre métier, c'est de mettre en relation des entreprises qui ont besoin d'intérimaires et avec des candidats à l'intérim. Le service que vous rendez, c'est de faire en sorte que ça corresponde, que l'offre et la demande correspondent. Donc vous devez analyser les CV des gens pour pouvoir détecter s'ils peuvent répondre aux besoins de l'entreprise. Et là, l'intelligence artificielle, les algorithmes peuvent vous aider à le faire de façon automatique, là où hier, il fallait le faire avec des gens qui lisent les CV et qui cochent les bonnes cases. Ça, c'est une transformation qu'on est en train de réaliser pour un cas, dans une agence d'intérim de taille importante d'ailleurs, qui est en train de transformer tout son système pour s'adapter à ces nouveaux enjeux, et dans lequel, parce qu'on est une entreprise à taille relativement importante, avec plusieurs centaines de personnes, l'accompagnement humain de la transformation de l'entreprise par ces nouveaux outils est fondamental. Donc oui, il y a, et ça fait partie des choses que nous regardons quand on cadre un projet, il y a un accompagnement, une aide à la conduite du changement, si vous voulez, qui concerne les ressources humaines d'une entreprise de cette taille, pour que ces nouveaux outils soient adoptés par les salariés de l'entreprise. La transformation numérique, les données enregistrées par du matériel en location doit également donner lieu à une autorisation de l'utilisateur. Alors là, je vous renvoie, je ne peux pas répondre de façon directe parce que ça peut devenir complexe et je m'en voudrais de vous donner de fausses réponses. Il faut faire une petite analyse juridique. En général, l'évolution réglementaire fait que l'autorisation des utilisateurs est aujourd'hui quasi systématique. Les seules exceptions, c'est quand vous pouvez prouver que les données que vous utilisez sont là uniquement pour rendre votre service plus performant, mais pas pour être à d'autres usages. Mais là, je vous renvoie peut-être à une consultation auprès d'experts juridiques. La réponse n'est pas univoque. Quelle est la ligne de financement BPI à mobiliser pour avoir le soutien que vous avez évoqué lors de votre intervention? Là, je vous renvoie à votre direction régionale BPI pour vous renseigner, votre chargé d'affaires BPI. Vous avez forcément un chargé d'affaires qui vous est affecté. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à prendre contact avec la direction régionale de BPI France pour vous renseigner. C'est le chargé d'affaires qui vous dira comment on peut mettre en place ce dispositif. C'est simplement pour vous dire que c'est quelque chose de très simple à réaliser. Et donc, ne vous privez pas. Quelle est la durée moyenne d'apprentissage des algorithmes? Combien de temps avant un retour sur investissement? Très variable, mais ça peut être très rapide. Voilà, désolé d'être une réponse aussi générale. Les cas que j'ai cités, ce sont des retours sur investissement très, très, très rapides. Là encore, l'analyse un peu approfondie du cas de votre entreprise est nécessaire avant de répondre. Ça fait partie justement des critères qu'on utilise, bien évidemment, pour sélectionner un projet. On va regarder si le retour sur investissement vaut le coup. Voilà, avec les dépenses et le temps que ça met avant de produire des résultats. Avant de lancer un diagnostic, est-il possible d'avoir un premier filtre pour savoir si ça vaut le coup de le lancer? Oui, tout à fait. Avant de lancer un diagnostic, en général, on a une phase qu'on appelle d'appel de préqualification, où vous allez être en ligne avec un expert pendant
ça peut entre une demi-heure et une heure, ça dépend vraiment des cas, où on va discuter déjà au téléphone pour savoir si ça vaut le coup d'engager le temps et puis la dépense pour réaliser un diagnostic. Donc c'est tout à fait possible de filtrer et de ne pas vous engager dans quelque chose d'inutile.